Ça aurait été plus simple et beaucoup plus rapide, je pense, de développer une énième sacoche faite en polyester et en Chine. Mais on a persévéré, on y est arrivé. Du coup, moi, je ressors quand même beaucoup de fierté d'être là où on en est aujourd'hui. Le début de la démarche, c'est de bosser sur un produit qui serait un peu plus vertueux que les produits qu'on a l'habitude de faire. Le cahier des charges au début, c'était quand même de se faire un produit qui resterait performant pour l'usage, qui serait beau, avoir un impact écologique bien moindre que les produits qu'on fait habituellement. Et donc le lin cochait pas mal de ces cases-là d'après nos recherches. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est produit majoritairement entre la Normandie et les Pays-Bas. Ce qui nous a beaucoup plu, c'est que c'était quand même très proche de chez nous, très local. Ça nous a convaincu que c'était une fibre qui était noble, qui était belle, qui était durable aussi pour notre usage. Et ça nous a donné envie aussi de remonter un petit peu toute la chaîne de production du lin pour vraiment comprendre comment ça se passait du champ de l'agriculteur jusqu'à l'assemblage final de la sacoche. Et donc on a essayé d'aligner toute la communication autour de ce projet sur le sens de ce projet-là. Ça a notamment impliqué de choisir la mobilité douce pour se déplacer. On a fait la quasi-totalité de nos déplacements en train, voire même train de nuit pour aller jusqu'à l'assemblage et vélo. Ça a permis de réduire quand même drastiquement l'impact écologique de la réalisation de tous ces supports de communication. Et en plus, un point qu'on avait moi qui m'a beaucoup plu, c'est une culture qui est bénéfique pour les sols. Ça permet de régénérer des sols, de les enrichir à nouveau. Quand on vient appauvrir les sols en produisant toujours la même chose, et ben le lin vient un peu soigner ça. Et donc on tend un peu plus vers un produit voilà, un produit bénéfique avec un impact positif sur l'endroit où il est produit. Mais en fait, la fleur, elle dure une seule journée. Ok. Donc, C'est un peu cette quête, voilà. c'est juste très éphémère. Ça, Quoi. c'est très éphémère. Donc après, à l'échelle du champ, même si chaque fleur dure une seule journée, la floraison, le champ est en fleur pendant, on va dire, une bonne semaine. D'accord. Euh, mais donc la fleur, on va dire, elle fleurit le matin. Et dès qu'il fait chaud, vers 14 h, les pétales tombent. Ouais, on voit un peu Eux-mêmes. qu'elle tombe Ouais, un voilà, peu. c'est ça, Ouais. on les voit au sol là. Mm. Et puis c'est c'est la fin de la floraison pour cette tige de lin. Et après, il va commencer l'accumulation des réserves dans la graine. Donc là, tu as la fleur qui n'est pas encore sortie, la fleur qui est d'aujourd'hui, et puis l'étape d'après, c'est le bouton avec les graines qui sont en train de se former dedans. Pourquoi faire pousser du lin ici? Pourquoi faire pousser du lin? Parce que le terroir s'y prête très bien. En fait, je crois que c'est 95% de la production mondiale de lin est entre la Bretagne et les Pays-Bas. Mmh. Parce qu'il faut qu'il pleuve l'été pour que le lin rouisse, ce qui est une étape indispensable pour avoir une fibre de qualité. Et donc, c'est un climat, il faut un climat océanique en fait, le long du littoral. Il faut être soigneux pour faire du lin. C'est une plante qui est sensible aux conditions de sol. Si le sol n'est pas bien travaillé, si le sol n'est pas bien ressuyé quand on travaille, le lin tout de suite ça va se voir dans la parcelle. Il va y avoir des zones plus basses, plus petites. Il y a du lin de printemps et maintenant avec le changement climatique, il y a aussi du lin d'hiver qui se développe beaucoup. Donc, en général, on essaie de prendre des variétés qui sont assez riches en fibres. Avec le même tonnage de paille de lin, on va avoir beaucoup plus de fibres derrière à l'étape du teillage.
Pousse du lin, donc tout commence par le semis, enfin donc en tout cas pour le lin de printemps. Le semis qui est fin mars, début avril. Et donc quand le lin fleurit, il ne grandit plus. Donc là, Dès qu'on voit cette feuille-là, c'est du coup il va rester à cette taille-là. c'est ça, c'est sa taille maximale. Donc là, on y est, il a atteint sa taille maximale. Et puis maintenant, il va se durcir, s'enrichir en fibres. L'étape principale ensuite, c'est l'arrachage. Donc le lin, il va pas être coupé, il va être vraiment arraché avec les racines. Ok. Donc c'est des courroies qui viennent le pincer et le tirer vers le haut. Et là commence l'étape du rouissage. Donc il faut que le lin qui est vert au moment de l'arrachage, il va falloir qu'il pourrisse un petit peu pour en fait permettre de séparer les fibres. Ce qui est compliqué sur le rouissage, c'est qu'il faut une alternance de beau temps pour que le lin sèche et puis un peu de pluie pour que les champignons se développent et attaquent la fibre. Ouais, complètement météo dépendant du coup. Exactement. Ça c'est une enrouleuse à lin, donc c'est ça avec ça c'est la dernière étape. On ramasse le lin sur le champ, on fait des balles avec, et puis c'est sous cette forme-là que ça partira ensuite à la coopérative de taillage. On va prendre la paille des agriculteurs, donc le lin il va être arraché au mois de juillet, et puis après on va laisser l'installation de champignons, de moisissures, qui va décomposer la paille, la pectine qui lie les faisceaux fibreux au bois, de façon à ce qu'après nous mécaniquement on puisse correctement séparer ce bois de la fibre. C'est pour ça que le lin est cultivé de Caen à Amsterdam, toute cette région côtière proche de la mer, qui est un climat océanique et qui permet de répondre à la demande de ce rouissage naturel. En fait, vous avez une cavité centrale, c'est le bois, la fibre est sur la partie périphérique extérieure de la plante, et donc le rouissage permet donc cette décomposition de la pectine qui lie les faisceaux fibreux au bois. Quelle dinguerie. Ah oui, c'est super joli ça. D'accord. Mais ça, on va la récupérer une fois rouille, c'est-à-dire que l'installation du rouissage est passée et qu'elle aura dégommé en fait et affiné cette fibre en fait. On va enlever tout simplement la paille qui est au milieu et on va récupérer une fibre. Ouais. Ah, j'avais pas compris. Comme Une ça. fibre donc rouille qui vous permettra de faire le fil quoi. Pour vous expliquer le fil, c'est que en fonction de la variété, en fonction du savoir-faire d'agriculteur, en fonction du rouissage, en fonction de la date de récolte, si le lin a gardé toute sa force, toute sa solidité, on va pouvoir aller peigner et aller chercher tous les faisceaux fibreux, mais vraiment gratter pour avoir des fils très fins. Ça, c'est plutôt du 26 métrique, c'est-à-dire du 40 métrique, 39, 40, 46, 60 métrique, un bobine de fil d'un kilo, 60 km de fil. Quelque chose de très très fin, très régulier, avec de la force toujours.
pour faire une bobine avec ma matière première en entrée, que c'est quelque chose d'assez artisanal, c'est des machines vraiment traditionnelles. Les opérateurs vont prendre ce qu'on appelle un galet, donc 25-30 kg. On va les mettre dans notre première zone. Le lin va s'acclimater, température hygrométrique. Parce que si je travaille le lin au sec, il casse. Si je travaille le lin trop mouillé, il s'enroule autour des machines. Et du coup, catastrophique, quoi. On a 6 galets derrière chaque section, 24 au total. Et une section, je vais avoir un mélange pour avoir un ruban en sortie. Donc on voit qu'il est déjà plus soyeux que la matière naturelle. Il est très large. C'est ma finalité. Il faut que je vienne bobiner. Et je ne peux pas bobiner un gros ruban, je vais bobiner un petit fil. Donc ça, je vais le répéter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. L'opérateur installe sa bobine, va passer la mèche dans un bac à eau, on peut voir. Ça va passer derrière l'arbre, ça revient par un système de roue striée et de roue gommée. Et ensuite, ça va passer ce qu'on appelle via un curseur. Le curseur va tourner autour d'une buzette. Okay, les fameuses buzettes qui sont là, elles sont vides. Mais après, justement, on va avoir une buzette remplie. Et ça, justement, ça dure entre 4 à 5 heures pour faire une buzette pleine, prête pour être bobinée. Chaque processus est assez long. C'est-à-dire que c'est pas présomptueux de dire une fois que je suis derrière ma doubleuse, au mélange initial, jusqu'à ma sortie, ça peut facilement compter 3 à 4 semaines. Donc voilà, dans la filière du lin, rien ne se perd, tout se retravaille ou se revalorise. Clomètre de Mester, c'est une entreprise industrielle qui est basée sur les bords de la Lys à Halluin. Ça fait pratiquement 200 ans qu'on tisse des matières naturelles, notamment le lin, qui est une fibre emblématique de la région. Quand Decathlon est venu nous voir avec le projet de développer des sacoches de vélo avec une empreinte carbone réduite, on a évalué les différents tissus qu'on peut fabriquer en lin et qui pouvaient être adaptés à cette utilisation. On en a retenu 2, mais qui nécessitaient également du travail, une induction pour les rendre imperméables et durables dans l'utilisation d'un vélo. Le métier de Lemaitre de Mester, c'est un métier de tisserand. Et il y a quelques étapes qui sont assez simples en soi, mais techniques à l'intérieur. On commande du fil chez des filateurs, principalement de lin. On les ensouple, c'est-à-dire qu'on passe de petites bobines à très grosses bobines. Ces bobines, ensuite, on va les installer sur des métiers à tisser. Et notre métier, c'est ni plus ni moins que de croiser 2 fils. Un fil de chaîne, qui se trouve sur ces grosses bobines, avec un fil de trame, et d'en faire des étoffes qui peuvent être de tailles différentes, qui va de 1,40 m à plus de 3 mètres. Dans ces étapes-là, ensuite, on va visiter les tissus, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas de défaut de tissage, et éventuellement les corriger. Ensuite, on va les ennoblir, c'est-à-dire qu'on va leur appliquer soit une teinture, soit une finition. Il y a différents procédés chimiques et techniques
qui permettent de transformer, d'assouplir le lin. Ensuite, il revient chez nous, on le visite une seconde fois pour nous assurer que le produit est conforme, et ensuite, on l'expédie chez nos clients. Le lin, finalement, c'est une matière qui est imparfaite, mais par ses imperfections, ça lui donne son caractère. Et donc, c'est vrai que de mettre une sacoche en lin avec la couleur du lin visible, quelque part, ça met en valeur la fibre et la boucle est bouclée. Ça c'est bon. et viennent comme gare terminus de ce train. L'équipe à bord se tient à votre entière disposition durant tout le trajet. Nous vous souhaitons un agréable voyage. On a également rendu visite à notre assembleur Gala en Tchéquie. On y est allé au moment très précis du lancement de production. Donc, quand on est arrivé, Gala avait déjà préparé la ligne de production qui était la plus optimisée pour produire cette sacoche. Là-bas à ce moment-là, ça nous a permis avec notre Marie, notre collègue de l'équipe de production, de vérifier vraiment toutes les étapes dans le détail de l'assemblage de la sacoche pour s'assurer que chaque produit qui quitte la ligne de production soit exactement conforme à ce qu'on attend et puisse satisfaire nos clients. Évidemment, à tout démarrage de ce projet, on avait l'ambition de pouvoir faire, y compris l'assemblage de la sacoche en France. Ce qui nous a fait choisir la Tchéquie, c'est qu'on est chez un fournisseur qui a un très fort savoir-faire sur le développement de produits textiles. Fournisseur avec qui on est en pleine confiance aussi, qui reste proche de chez nous. On a quand même réussi à y aller en train de nuit au départ de la France. Ça nous permettait aussi de commercialiser cette sacoche à un prix de vente accessible, qui puisse toucher le maximum de personnes. C'est chose qu'on n'aurait pas pu conserver si on avait persévéré sur un assemblage en France. Derrière ce projet-là, l'objectif c'est vraiment que ce produit vive le plus longtemps possible chez nous, parce que je suis convaincu que ça peut être un très beau produit et très apprécié par les clients. Mais c'est aussi de montrer et d'essayer d'inspirer toutes les autres équipes en leur montrant que c'est possible, qu'on peut développer un produit canon, qu'on peut le développer en n'utilisant que de la mobilité douce, que des composants locaux, de le bosser avec nos voisins. Mon grand espoir, c'est que ça fasse plein d'émules et que derrière on se retrouve avec plein d'autres produits utilisant le même état d'esprit et si possible la même matière que celle qu'on a utilisée.